commence rapidement, mais je vais me représenter juste après, parce qu'en fait, vous avez remarqué que c'est une équipe, je vais parler, une équipe d'éco-référentes. Alors moi, je suis designer industriel à la base. Je me suis incrustée dans l'écomusée de l'Avesnois il y a 5 ans, presque 6. Pour ceux qui m'ont croisé l'année dernière, j'avais déjà expliqué un petit peu ce que je faisais ici. Maintenant, on est dans un moment un peu charnière de l'écomusée, parce qu'on a une nouvelle direction depuis 1 an. On a travaillé sur notre atelier PSC en fin d'année dernière. Moi, j'ai eu la possibilité de travailler plus sur le PSC dit créatif et le PSC durable, avec 2 autres de mes collègues. Et en fait, en travaillant avec nos collègues, on s'est dit il y a des choses à faire, il faut qu'on pose des éléments au sein de l'écomusée. En tant qu'être humain, en tant que salarié, on a des connaissances, on a des besoins, on a des envies, et on parlait de révolution tout à l'heure, on est un petit peu, comment dire, éco-anxieux, mais aussi un peu éco-furieux, on va dire. C'est qu'on a envie de passer à l'action, et là, pour nous, c'était aussi une chance entre collègues de pouvoir passer à l'action au sein de notre lieu d'emploi. Donc, je vais faire un petit laïus rapide, j'essaie de prendre mes notes et de rien oublier, parce que j'avoue qu'il y a eu beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de faire vite. Donc, il y a d'abord moi, designer intégré depuis 2018. Je suis membre aussi du CSE de l'écomusée, donc en fait, j'ai aussi un lien social assez important avec mes collègues. J'aime beaucoup rechercher tout ce qui va être législatif, être dans la réflexion des aides possibles, essayer de soutenir un peu mes collègues. J'ai aussi un rôle de médiateur là-dedans. En lien avec les verriers, en fait, je travaille aux collections qui vont se retrouver dans nos boutiques. Et donc là, c'est pareil, on a une réflexion de comment on fabrique nos verres, comment on recycle. On va avoir une phase de recherche où on va travailler le verre à blanc, on va après faire une recherche sur la couleur. On va essayer un maximum de produire de manière consciente et se dire que là, on va arriver sur des projets et des produits qu'on va retrouver uniquement chez nous, et que le visiteur va garder comme objet de souvenir de musée, mais vraiment longtemps. Donc on essaie de travailler aussi en lien avec nos collections patrimoniales. S'il n'y a pas de lien avec la collection patrimoniale, pour nous, ça n'a pas de lieu dans nos boutiques. J'en parlerai encore après pour la boutique. Donc je suis sensible à l'analyse de vie des objets, parce qu'en fait ça fait partie de mon métier de base, de savoir déterminer où va aller l'objet, où va se terminer l'objet. Et c'est la même chose pour les scénographies. Les scénographies qu'on a pu faire auparavant, la plupart du temps, on a récupéré un maximum le mobilier, on a fait en sorte d'avoir très très peu de déchets. Un intérêt aussi, c'est que comme on n'a pas forcément des finances extensibles, et bien si on réfléchit à quelque chose qui peut être réutilisé dans des milieux très particuliers qui sont les nôtres, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter, on visiterait très long tout à l'heure, mais en tout cas pour ici déjà, on a des problèmes d'humidité, on a des variantes hygrométriques importantes, ça monte, ça descend très très fort, enfin c'est très compliqué de gérer ça. Donc, si on peut pérenniser notre mobilier, c'est encore mieux, parce qu'on peut faire durer les choses un petit peu plus longtemps. Donc après, il y a la conception avec des prestataires locaux. La plupart des scénographies, j'en ai fait que 2, je ne vais pas plus aller très très loin, mais se font en local. On a de la chance, on a des caisseries pas très loin, on a des industriels à côté, donc ça nous permet de travailler avec le tissu local. Et on est sur des finances qui sont pas, sur des budgets qui sont pas énormes, donc du coup on est, on va dire, moins restreint sur le choix de nos prestataires aussi. Après, sur les outils d'évaluation et de compréhension du changement climatique, parce qu'il y a une petite case, c'est que effectivement, j'aime bien chercher les informations légales, Europe, etc. C'est un petit peu mon truc que je faire un peu de la veille là-dessus, donc, mais ça c'est hors design, je vais dire. Ensuite, on a Manon, qui n'est pas présente ici, puisqu'elle vous la retrouvera très long tout à l'heure, qui est chargée d'accueil. Elle a un petit cursus sympathique aussi, c'est qu'elle a fait des études d'architecture d'intérieur, elle a vécu à Bruxelles, elle est originaire de la région et elle a pris plaisir à revenir ici. Elle fait partie d'énormément d'associations de mise en valeur du territoire, de liens, etc. Elle travaille à l'accueil, donc en fait, elle a le petit œil qui va bien pour déterminer comment se comportent nos visiteurs, comment ils interagissent, et elle s'occupe aussi de la boutique. Donc elle va aussi voir les acteurs locaux, voir les artisans locaux pour mettre en avant les produits qui sont de manière locale. Donc là, on est sur une réflexion de comment établir une charte pour se dire, tiens, si tu voulais rentrer dans nos boutiques, il faut remplir certains critères pour éviter de ne pas être à côté de la plaque par rapport aux collections patrimoniales qu'on présente, entre autres. Donc voilà, son poste permet d'analyser, de construire une réflexion sur les comportements et la consommation énergétique. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses elle-même, qui a l'habitude de partager en association des ateliers sur des thématiques écologiques, etc. Voilà, et ensuite il y a Charlie, qui me remplace sur un appel téléphonique que je devais avoir, qui est plus, donc elle est dans les richesses des collections.
Elle a fait son mémoire d'études sur l'écologie dans les collections et comment on utilise les matériaux de réemploi, etc. Elle est énormément aussi sur la veille de matériaux, donc en fait on est assez complémentaires toutes les trois, et on a toutes les trois une volonté de réemploi et de sensibiliser nos collègues à l'écologie. Et sachez qu'on a déjà beaucoup de collègues qui sont sensibles, c'est ça qui est très, très, très intéressant. Donc voilà, pour la petite présentation de nous trois. En fait, on a trois axes d'action, mais ça ne veut pas forcément dire que l'une fait la mobilité, l'une la consommation ou l'une le numérique. C'est qu'en fait, lors des ateliers PSC, on a fait aussi un constat, c'est que nous ne sommes pas propriétaires des lieux. Donc en fait, ce qui est rénovation énergétique, etc., on va batailler un petit peu après, avec des données qu'on va essayer d'amasser un maximum pour pouvoir se dire à nos propriétaires de lieux, voilà, nous, on vous apporte un package. Si à un moment donné, on peut faire une réhabilitation des lieux, on vous a mâché le travail pour pouvoir être collé au maximum à notre bâti. Et clairement, nous, on n'a pas de pouvoir actuellement. Les seuls éléments avec lesquels on peut agir, c'est au niveau du salarié, au niveau du visiteur. On peut déjà faire des choses. Moi, clairement, je viens au travail en voiture, j'habite dans le Bocage, un lieu que j'adore, sauf que je n'ai pas accès au train ou très peu. J'ai 2 ou 3 bus qui passent devant chez moi, mais ça me rajoute 2 heures de trajet par jour pour venir ici, alors que je mets une vingtaine de minutes. Et sur l'aller, en fait, je consomme à peu près un trajet pour faire un aller-retour, pour faire un Paris-New York, si j'allais dire. Donc c'est vrai que je préférais le faire en avion, mais je me suis dit, bon. Et en fait, en sachant, en donnant des chiffres, etc., en expliquant à mes collègues, en fait, si tu habites à 2 km et que tu prends ta voiture, tu pourrais te payer autre chose et puis tu pourrais éviter de dégager du CO2, ça me permet de me dire, moi j'essaie de trouver des solutions. Je vais vous montrer après ce qu'on a commencé à éclipser, parce que c'est un démarrage, on se projette sur cette année ce qu'on va faire en premier, sur les années suivantes, etc. Consommation, c'est tout ce qui va être général, autant sur le salarié que sur le visiteur, c'est donc l'achat boutique, mais ça va être le papier toilette, ça va être se dire, tiens, on doit faire un repas entre nous, comment on va gérer ce repas? On essaie de trouver des pistes. Et côté numérique, c'est aussi d'apporter de la donnée aux gens pour dire le numérique, ça invisibilise totalement notre impact sur la planète. Parce qu'en fait, c'est des serveurs qui sont super loin, ça dégage pas de fumée, vous voyez plus de fumée d'entreprise dans les parages. Mais en fait, c'est une réalité, le numérique, c'est le pire du pire, parce qu'on ne le voit pas, c'est caché sous le tapis. C'est bon. Si je suis un peu longue, vous me faites des signes. Donc du coup, pour la mobilité, on projette déjà de rédiger une charte de voyage. La charte de voyage, ça va être pour l'ensemble des salariés. Quand on part en déplacement, déjà on a une petite case pour dire en ordre de mission, on privilégie ou le train ou les véhicules et l'écomusée. Mais on peut essayer d'aller plus loin. Dire, à partir de tel kilomètre, de toute façon, on prendra le train pour avoir des références. Parce que clairement, nous, pour aller à Lille, on adorerait prendre le train, mais ça peut nous prendre 3 heures. En voiture, c'est 1h30. Si on y va à plusieurs, en fait, notre impact peut être moindre. Donc en fait, on va faire des recherches aussi toutes les trois pour pouvoir se dire qu'est-ce qui est le plus cohérent pour apporter de la donnée, pour aussi que les gens ne se prennent pas la tête, les salariés disent ok, la solution préférable, ça va être le train ou ça va être la voiture. J'ai pas trop à me prendre la tête, j'ai l'info, on a cherché, et le plus simple, c'est le train ou la voiture selon le type de déplacement. On va aussi essayer de voir, mais ça, il faut qu'on en parle avec la direction. Si on peut mettre en place les forfaits mobilité douce. Ça, c'est des choses que tout le monde peut mettre en place, en fait. C'est légal, c'est facilement... pour vous trouver de l'information, c'est facile de trouver de l'info, vous allez sur les sites du gouvernement. C'est un dispositif qui permet de promouvoir, en fait, tout ce qui va être de venir de votre lieu de sur votre lieu de travail, à pied, à vélo ou par tout autre moyen. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. C'est possible. Ensuite, il y a étendre le covoiturage. Soit sur mon trajet, effectivement, j'habite un tout petit village, mais je rejoins des grands axes que mes collègues rejoignent également. Donc là, on va essayer de se créer aussi une communauté, par exemple sur Blablacar, ça c'est possible, où en fait on va mieux gérer nos covoiturages. Plutôt que de dire un tel, tu commences à quelle heure, etc., ça sera géré par cette plateforme, et ça va nous permettre aussi de mettre ça en accès à nos visiteurs sur des événements particuliers. Comme ça, la plateforme est réunie. À voir si en plus on ne peut pas mutualiser ça avec la communauté de communes qui a déjà aussi une communauté sur ce plan-là. Offrir une tarification publique mobilité douce, c'est-à-dire vous venez à vélo, on est à Fourmi, il y a une gare, vous venez en train, et vous nous montrez votre ticket de train, vous avez un tarif préférentiel. Vous venez avec votre trottinette, on peut tenter des choses comme ça. L'autopartage des véhicules, alors là c'est pareil, c'est une chose qu'on aimerait bien mettre en place parce qu'on se retrouve avec des problématiques un petit peu
de l'ordre budgétaire aussi. On parlait de services publics tout à l'heure, de manière de devoir gérer, de passer par tel ou tel pour pouvoir louer une voiture. On est passé en établissement public de coopération culturelle. Pour nous, c'est compliqué de louer un véhicule. Donc, ne serait-ce que pour aller chercher des objets quand on n'a pas, qui rentrent pas dans nos véhicules à nous, c'est un problème. Mais on fait partie d'une agglomération, donc on va essayer de taper aux portes et dire, bah voilà, on peut peut-être mutualiser les véhicules de la région et de l'arrondissement. Ça avance tout seul. Et après, bon, quelque chose de plus comment dire, compliqué, oui et non. En fait, on a 2 sites. Vous allez découvrir le site de Trianon tout à l'heure. Vous allez vous rendre compte que pour y aller, il y a la voiture. Donc quand vous venez en train, fourmi, en vélo, et que vous aimez bien faire du vélo, ça peut être sympa, mais vous allez voir, c'est vallonné. Et on a un formidable projet qui a été conçu par l'ADEME, qui a démarré en 2022, qui s'appelle Extrême Défi, que je vous conseille d'aller voir un petit peu sur Internet, qui propose à toute personne de la population de réfléchir à ce qu'on appelle aux véhicules intermédiaires. Donc l'idée, c'est pourquoi pas de participer à ça et de se dire, au lieu de prendre la voiture pour aller de Fourmi à Trénon, si on a un groupe qui réserve, qui est 10 personnes, est-ce qu'on n'aura pas un véhicule intermédiaire qui nous permettra de faire l'aller-retour? On peut passer dans la forêt, on a un super beau chemin voie verte. Il y a une possibilité de minimiser notre impact aussi sur notre transport à ce moment-là. C'est encore autre chose. Après, on a parlé d'abri vélo sécurisé. Bon, ça, c'est assez, j'ai envie de dire que c'est assez simple, et à la fois, il faut quand même trouver des financements pour pouvoir le faire. Faire l'acquisition aussi de vélos, ça, je vous en parlerai, l'État peut aider. Enfin, il y a vraiment des choses possibles. Sur la consommation, donc ce qui est du coup plus Manon qui a fait le détail, mais on participe toutes les 3, c'est qu'on va aussi faire une charte éco-responsable parce qu'on a des prestataires externes comme les scénographes, les scénographies externes qui viennent. Pour l'exemple, on a fait une super expo sur la musique où on avait vraiment bien mis en gros qu'on voulait valoriser l'éco-conception de l'expo, etc. Mais en mettant rien en retour. En fait, on s'est retrouvé avec des cartons et du plastique, etc. Les éléments sont en attente de recyclage. Mais on n'est pas du tout dans l'éco-conception, en fait. On a mis des beaux mots, et le résultat n'était pas forcément au rendez-vous. Alors ça, c'est un truc qu'on doit travailler. Éco-marché du don. Le problème, c'est que quand on a fait une expo, on a du mobilier, et on n'a pas de place de stockage. Donc nous, on s'est dit, en plus, comme on est sur notre territoire, on a déjà l'habitude de donner nos matériaux à un IME qui n'est pas très loin. On se dit, il n'y a pas que l'IME, il y a des associations locales, etc. Il y a un autre public qui pourrait venir chez nous sur une période, parfois où on est fermé, et on pourrait leur proposer de venir à un marché du don de la scénographie. Ça pourrait être des associations qui n'ont pas trop de moyens, et de se dire, l'espace de stockage, c'est notre espace d'expo temporaire. La personne, on programme ça sur 2 semaines ou 1 mois, on fait l'inventaire des pièces, on propose, on donne, on vend selon ce qu'on envisage. Et en fait, on essaie d'éviter d'avoir du gros stockage chez nous sur des trucs qu'on ne peut pas réutiliser et qu'on ne réutilisera pas. Si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à m'en poser des questions. Ensuite, je vous laisse le détail, vous pouvez lire le reste, je vais y passer qu'un délire. Donc ensuite, le numérique, donc la charte des bonnes pratiques que je vais vous montrer après, il y a eu une ébauche qui a été réalisée. Et il y a des actions collectives à faire pour sensibiliser aux gestes, c'est-à-dire quand on envoie une pièce jointe, il faut la zipper. C'est peut-être pas enlever tant les zips, mais en fait, ça allège l'impact. C'est vraiment des petites choses comme ça, c'est-à-dire faire un tri annuel des espaces informatiques, autant en termes que d'objets que d'ordinateurs. Former les gens à se dire qu'est-ce que j'archive, qu'est-ce que je vire, et ça, il faut apprendre à le faire. Et du coup, utiliser du matériel informatique pour les expositions. Voici un peu la charte graphique. Donc, il y a des activités de mode économie d'énergie, etc. C'est des choses, si vous voulez, je pourrais transmettre aussi si ça vous intéresse. Le but du jeu aussi, c'est de se dire il y a des choses qu'en fait, dont on ne se rend pas compte. Le réseau Wi-Fi, il fonctionne jour et nuit, même quand on ne travaille pas, etc. En fait, c'est juste une programmation d'une borne. Et il faut se rendre compte que ça fait ça consomme autant qu'un frigo à l'année. Alors, ça paraît rien, un frigo, mais c'est déjà une petite économie, c'est déjà un impact moindre sur nos finances, autant l'énergie, autant le porte-monnaie est touché que le dégagement de CO2, quoi. Entre autres. Je ferai transmettre tout ça. En termes de ressources, donc je vous ai parlé de l'extrême défi, c'est quelque chose qui est soutenu par l'ADEME. Alors c'est vrai qu'il faut prendre le temps, il faut avoir le temps, et c'est pour ça qu'on a souhaité être à 3 à faire ça, parce qu'on sait qu'on est tous plus ou moins chargés de projets, surchargés de projets, parce qu'on a envie de faire plein de choses. Dans notre quotidien, chacune, même de manière personnelle, on cherche des infos, etc. Donc l'idée, c'est de faire de la ressource
pour tout le monde, quoi, et de sensibiliser nos collègues. On a mis Refashion Eco-Design. En fait, on est un musée du textile. Pour l'instant, on produit un petit peu sur nos machines, c'est de la production qui n'est destinée à rien pour le moment. L'idée, c'est aussi de créer des lieux de récupération de textiles pour travailler avec les artisans et les créateurs locaux pour du réemploi et de l'upcycling. On va essayer de mettre ça en place. La fresque de la mobilité, ça, c'est des ateliers collaboratifs, je vous inviterai à aller voir. Le projet Saison Zéro de ZERM, c'est surtout pour nous inspirer, parce qu'en fait, comme on n'est pas propriétaire des lieux, on va essayer de trouver des solutions pour accueillir le public de manière un petit peu plus sympathique quand on est en plein hiver, un taux d'humidité un peu important. Vous avez visité la salle énergie ce matin. Quand il fait très froid, cette salle est encore plus froide. Quand vous allez à Trélon, il fait très froid. On sait qu'à Trélon, on va fonctionner avec des plaids, etc. Il y a un moment donné, il faut qu'on fasse nos plaids écomusés de côté, on va les faire. Mais pour cette partie, par exemple, l'énergie, il est peut-être possible de trouver des structures autoportantes pour pouvoir faire des cloisons en feutre, etc. Il y a des choses qui sont possibles. Et ça, on doit chercher. On va essayer de trouver des solutions pour arrêter de chauffer les rues, finalement. Et les augures, donc c'est des acteurs qui permettent au monde de la culture de faire de leur transition écologique. Ils font des ateliers de sensibilisation et ils font aussi ce qu'on appelle, je ne vais pas retrouver le mot, de l'analyse en fait, pour savoir un petit peu faire du bilan carbone, savoir sur les points sur lesquels on doit tous travailler. Et ensuite, bon, ça c'est plein de guides. Je pense que je trouverai un moyen de transmettre ça à la FEMS pour que vous puissiez avoir accès. C'est des guides pratiques qu'on trouve sur Internet, qui sont téléchargeables, etc. Mais il y a moyen de mutualiser l'information. Je pense avoir à peu près tout dit. Il y aura peut-être des questions après. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu nos espoirs. C'est-à-dire qu'on compte beaucoup sur ceux qui nous financent aussi. On compte beaucoup sur le réseau et on aimerait participer à des réseaux pour justement dire on se prend un peu tous la tête sur les mêmes problématiques. Ça peut être intéressant de se dire moi j'ai trouvé tel truc et faire du partage aussi sur comment être plus sobre dans notre pratique, autant que salarié mais en tant que visiteur également. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Merci.